volonté de la Fondation, ça a été justement de dépasser un peu le débat habituel sur le loup qu'on a au sein de l'ELV et de porter la réflexion sur d'autres points de vue avec d'autres outils qui sont plutôt les outils des sciences humaines et sociales. C'est pour ça qu'on a fait venir ces deux intervenants que je vais vous présenter rapidement avant qu'ils puissent vous présenter leurs travaux. Donc d'abord Angélique Cangini qui prépare une thèse en ethnologie à l'université de Lorraine, une thèse intitulée Sur quoi repose le mythe du loup, animal s'attaquant à l'homme. Et donc elle va nous parler de ce rapport de l'homme au loup avec les outils qu'elle analyse avec les outils de l'ethnologue. Et aussi, je pense que c'est assez intéressant pour nos... Pardon ? Ethnologue ? Oui, ethnologue, oui, tout à fait. Non, justement, ethnologue, comme je le disais, c'est un peu le but aussi de cet atelier, c'est d'utiliser les outils de la philosophie, des sciences humaines et sociales pour interroger nos rapports au loup. Et comme je disais, sa thèse a aussi une forte composante comparative avec la situation en Allemagne. Je pense que c'est aussi des éléments qui peuvent nous éclairer. Voilà, et on a également la chance donc d'avoir Baptiste Morisot avec nous, qui a publié en début d'année aux éditions Wild Project un ouvrage qui s'appelle Les diplomates et qui s'intéresse à cette question. Baptiste Morisot est maître de conférence en philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Il a soutenu en 2011 à l'ENS Lyon une thèse sur le hasard dans le processus d'individuation dans l'œuvre de Gilbert Simondon. Qui vient également d'être publié aux éditions Vrin, je crois, il y a quelques mois. Et depuis, il s'est beaucoup intéressé, je crois, au rapport entre les hommes et le vivant. C'est un gros morceau de son travail philosophique. Et donc, l'un des résultats tout à fait intéressants de ses travaux, c'est donc cet ouvrage Les diplomates. Et donc, on l'a invité à venir présenter ses travaux. Alors, j'ai entendu qu'il y avait déjà des interrogations sur la diplomatie lupine. Voilà, donc j'espère qu'en sortant, vous aurez une idée un peu plus claire peut-être de ce concept. Et ça vous permettra sans doute de réinterroger vos réflexions sur le loup. Je vais les laisser démarrer tout de suite. On va commencer avec la présentation d'Angélique qui a préparé en plus une présentation PowerPoint pour nous. Et voilà, je pense que c'est assez intéressant pour ce type de réflexion vu qu'on interroge les représentations. Voilà, je vais la laisser commencer. Merci Angélique. Bonjour, donc je remercie Benoît de m'avoir invité à cet atelier dans le cadre de la semaine écologique. De m'avoir permis de Baptiste et Morisot. Donc je suis Angélique Angélique, doctorante en ethnologie au laboratoire 2L2S à l'Université de Lorraine. Et ma thèse porte sur l'origine de la peur du loup, donc, qui est encadrée par Antigone Mouchouris. Donc, je vais vous présenter un PowerPoint que je vais commenter. Donc, je vais faire une présentation rapide du loup européen qui se retrouve par chez nous, dans les Vosges. Le loup européen pèse entre 30 et 50 kg pour une hauteur de 60 à 90 kg environ. Son pelage est un mélange de blanc, de bruns et de noirs. Il possède une sorte de masque au niveau de la face. Son hurlement lui permet de communiquer avec ses congénères. Opportuniste, il se nourrit de gibier, de poissons, d'oiseaux et de baies et s'attaque au bétail sans surveillance. Donc
Donc ici, on voit une autre image, c'est le loup dans les Vosges qui est apparu donc en 2010. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relèvent sa présence dans les Vosges en 2010. Des photographies prises à l'aide d'appareils à photo à détection de mouvement sont découvertes à la Bresse et à Ventron. Craignant le retour de la psychose générale, les gardes ne divulguent les photos qu'un an après au rédacteur du journal Le Républicain Lorrain. Donc ça, c'est une photo de parc à moutons que j'ai prise dans les Vosges. Donc comme vous pouvez le voir et comme l'a précisé Baptiste Morisot, on voit bien que les moutons se trouvent à la lisière de la forêt. Donc inquiets pour la sécurité de leurs troupeaux, parqués à la lisière des bois, et sans protection, les éleveurs crient leur mécontentement. Ils ameutent le gouvernement et la presse dans le but de rétablir la peur du loup. Un comité anti-loup est instauré à l'initiative des éleveurs alpins dépêchés sur place pour l'événement. Donc ils remontent exprès dès qu'ils apprennent la présence du loup dans les Vosges pour aller donc des veillées sont organisées pour alarmer spécialement les touristes sur la dangerosité de l'animal. La peur du loup. La peur de se retrouver face à face avec le prédateur sauvage au détour d'un chemin de forêt entre petits et grands. Chaque individu garde à l'esprit les récits d'animaux fantastiques ayant surgi puis disparu mystérieusement. Les légendes des bêtes maléfiques alimentent l'imaginaire individuel et se transmettent à travers les récits populaires de génération en génération. Elles maintiennent cette terreur dans la mémoire collective. La peur du loup est constante. La bête des Vosges en est un exemple. En 1977, une mystérieuse bête appelée loup de Châtel s'attaque au bétail en tuant environ 200 animaux. Des gendarmes et des militaires sont mobilisés. Des battues sont organisées, mais l'animal restera non identifiable. La presse parisienne s'empare du fait divers et produit un événement sensationnel mondial. Le loup médiatisé. La presse à sensation s'est servie des récits populaires, comme ici la bête des Vosges, ou la bête du Gévaudan, plus précisément, et des rumeurs pour créer du sensationnel, ne reposant que sur des faits transmis oralement. Les descriptions colossales de cette représentation ont servi à semer la terreur. Ils sont responsables de cette représentation négative du loup qui reste gravée dans la mémoire collective et qui continue d'alimenter des scénarios narrants fantastiques autour de l'animal. Bien sûr, j'ai donné l'exemple des contes sur les loups aussi. Ici, on voit que par rapport à la bête des Vosges, donc un livre a également été sorti. Donc les récits populaires ont été repris pour être contés en images. La réalité en a été transformée pour exercer une sorte de pression policière sur les individus. Les enfants à qui ces contes étaient réservés devaient s'imprégner de la morale en gardant la crainte du loup à l'esprit. Des contes comme Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons ont servi à instaurer les codes sociaux et sont responsables également de cette mauvaise image. Donc le méchant loup. Les visions psychiques engendrées par les récits oraux, les journaux, les contes ont maintenu cette image de mauvaise bête. Leur transmission de génération en génération a renforcé cette effigie de méchante bête, sans que la population ne prenne conscience, à l'ère de la connaissance de la biosphère, que cette représentation doit être changée. Il serait intéressant de se rapprocher de ceux qui ont vécu auprès du loup, comme Shaun Ellis, je ne sais pas si je peux le citer, Marc Aurèle et Werner Freud, qui est décédé malheureusement, pour nous donner une nouvelle image.
Donc j'ai pris Des gens qui ont vécu avec le loup au Canada ou Werner en Allemagne à Merzig. Ouais. Donc les loups à Lussas. À Lussas, en Allemagne, la population n'a plus peur du loup. Elle a pris conscience que le loup est le maillon indispensable à la chaîne alimentaire. Il sert à réguler le gibier en maintenant l'équilibre de la nature. La population a fait du loup son représentant pour la sauvegarde de l'environnement. Et pour réhabiliter son image, elle dispense donc des programmes de sensibilisation auprès des touristes, ce qui lui a permis de relancer notamment son économie. Donc, voici Werner Freund. Donc en mémoire à Werner Freund, qui comme tous les chercheurs tels Carbone, Menatori, Batten, Clos, milite pour la réhabilitation de l'image du loup. J'espère que les mentalités pourront changer, sortir de l'archaïsme dans lequel elles se sont enfermées pour faire du loup un bouc émissaire. Car pour tous ceux qui ont appris et pris le temps de le connaître, le loup reste un animal mystérieux, curieux, farouche et qui craint surtout l'homme. Rester à la marge. Merci Aurélie. Vous avez cité 3 noms, donc il y en a un qui est allemand et 2 autres, ça se situerait. C'était plutôt des anglo-saxons. Donc Charles-Névise est dans le parc de Yellowstone. Et Marc Roel, donc on l'avait cité, donc il y avait un boucher. Marc Roland, c'est un philosophe gallois qui a acheté un loup, et qui a vécu une vingtaine d'années avec lui, qui l'a mené en cours en amphithéâtre. C'était assez infernal, mais il m'a sorti un livre qui est magnifique, qui s'appelle Le philosophe et le loup, qui est très fin. Donc il a sorti un livre qui s'appelle Le philosophe et le loup, Marc Roland, donc de sa cohabitation avec un loup chez lui pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Alors, c'est parti, je démarre. Donc merci de C'est peut-être une bonne transition justement parce que dans l'ouvrage Les diplomates, il y a justement un certain nombre d'encadrés avec ces figures un peu de diplomates qui ont essayé de réinterroger les rapports avec le loup, de se faire un peu ces agents de transition. Donc voilà, effectivement, c'est peut-être une bonne manière de... C'est un personnage qui est intéressant dans mon travail, même si je ne l'érige pas en diplomate, parce qu'il me semble qu'il n'a pas suffisamment fait pour la cohabitation politique entre le loup et des humains. Les loups et les humains, c'est quand même une figure d'ambassadeur de ce point de vue-là. Juste d'abord quelques mots. Merci Benoît de m'avoir invité, merci à la Fondation. Donc, je suis ravi d'être là. Je vais essayer, en effet, vous avez raison, je vous ai entendu tout à l'heure, j'étais caché là, de dire qu'on ne comprend pas le titre de mon livre. Je n'ai pris conscience malheureusement après qu'il soit sorti. Maintenant, ma vie consiste à essayer d'expliquer le titre de mon livre. Donc, quelques mots sur ce travail. Donc, moi, je viens de la philosophie, et puis, pour des raisons de rencontre, comme souvent, je me suis retrouvé à réfléchir sur cette question du loup en pratique, en travaillant avec des ingénieurs écologues qui le suivent, qui le pistent, qui ont été formés aux techniques de pistage, notamment au Yellowstone. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à travailler sur le terrain, qui impliquait beaucoup de pistage de loups, qui impliquait d'aller à la rencontre de l'animal, de le chercher, notamment dans le Var, à Canjuers, dans les Alpes-Maritimes, un petit peu en Cévennes, au Yellowstone aussi. Et puis je suis allé voir des bergers aussi, j'ai dialogué avec eux, j'ai même travaillé un peu avec un berger, on a dormi au troupeau sur le camp de Canjuers pour être là et effrayer les loups au moment des attaques. On est tombé sur un loup, ou un loup nous est tombé dessus à 3h du matin à Canjuers en pleine nuit. Bon, ensuite malheureusement mes relations avec les bergers se sont un petit peu tendues, parce que, bon je ne sais pas quel est votre degré de familiarité avec la question politique, mais pendant les premiers, jusqu'à il y a, je dirais 4-5 ans, ou peut-être même 3 ans pour certains, il y avait chez toute
série de bergers et d'éleveurs un vrai intérêt pour des solutions alternatives. Et ils n'étaient pas radicalisés. Bien évidemment, ça les emmerdait énormément, mais les discours d'éradication qu'on entend aujourd'hui n'étaient pas du tout aussi généralisés. Et puis il y a eu une jonction entre les syndicats ovins et la FNSEA notamment, qui a amené une radicalisation de leur discours de telle manière qu'aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus difficile de dialoguer avec eux, quelle que soit la finesse ou la subtilité que certains peuvent avoir. Moi j'ai personnellement travaillé avec un éleveur à berger qui est très fin, très capable d'entendre plein de choses, de pouvoir changer sa manière de travailler. Maintenant c'est devenu beaucoup plus difficile. Donc à partir de là, j'en suis arrivé à cette question de la philosophie. Au début c'était pour moi presque une passion parallèle, et puis il m'est apparu que c'était un problème philosophique. Et ça je crois que je dois le justifier, parce que vous pourriez parfaitement m'objecter qu'on ne voit pas du tout le rapport avec la philosophie. Alors, comme j'étais invité à venir ici, j'essaie de réfléchir au rapport entre la philosophie et l'écologie politique. Et il me semble que dans le cas du loup, il se passe quelque chose de très particulier, qui est que en politique, on a des catégories, des entités avec lesquelles on rentre en relation, et ces catégories contraignent ce qu'on appelle des chemins de l'action. Quand on a une catégorie du loup comme animal nuisible, la gamme des actions possibles à son égard est restreinte. Quand on a une catégorie de l'animal comme animal sauvage, pur et libre, la gamme des actions possibles à son égard est restreinte. Et parfois, dans la vie, les catégories qu'on utilise pour gérer politiquement les êtres avec qui on entre en interaction ne sont plus fonctionnelles. On se retrouve dans des situations ingouvernables. Il y a le bruit dehors. Ou monter peut-être. Ah, il passe dans les yeux. Pardon. Ah non, faut pas fermer. Non, ferme Non, pas. mais monter le micro. Non, mais il faut mettre le micro près du Pour pas être obligé micro. Ouais. Ah ouais. Donc, dans certaines situations, ces catégories ne permettent plus de donner des solutions pertinentes aux problèmes en présence. Et c'est ce qu'un anthropologue australien qui s'appelle Gassan Age appelle des ingouvernables. Il dit parfois, on se retrouve face à des ingouvernables. Je crois que le loup est un ingouvernable, au sens où tous les modes de gestion traditionnels par lesquels on essaie de se rapporter à un animal sauvage indésirable ne sont plus fonctionnels dès lors qu'il revient se tisser parmi nous. Les modèles classiques avec lesquels on interagit avec la faune sauvage, que ce soit d'un côté la régulation ou l'extermination sur le modèle du nuisible, ou d'un autre côté la mise à distance et le refus des contacts qui sont pensés par une certaine écologie arcadienne, c'est des modèles qui ne fonctionnent pas avec le loup. Je pense que l'intensité du conflit qui existe dans la gestion du loup depuis maintenant une vingtaine d'années ne peut pas être interprétée, comme c'est le cas aujourd'hui, en postulant la bêtise fondamentale du camp adverse. Ça marche, parfois c'est vrai, il y a une bêtise fondamentale du camp adverse, mais je crois que quand c'est le cas, et si des efforts sont faits, au bout d'un moment, il y a au moins un terrain commun, il y a au moins un bon sens commun qui émerge, et là ce n'est pas le cas. C'est absolument fascinant de voir l'intensité du conflit et les oppositions idéologiques qui régissent les deux camps, qui ont été appelés lupophiles ou lycophiles ou lycophobes, et qui, dans leurs formes les plus extrêmes et radicales, en fait, génèrent des discours d'une violence telle que aucun compromis n'est possible, premièrement. Et deuxièmement, confrontation qui est encore accentuée par le fait que les solutions effectives qui sont inventées actuellement ne sont pas fonctionnelles. Donc il y a eu 3 plans national loup, que je sache, je ne suis même pas capable de les quantifier, mais en tout cas, quant au le dernier 2013-2017 n'apporte pas de solutions qui sont fonctionnelles. Cet été, ça a encore été le chaos dans la relation au loup, dans les estives essentiellement. C'est ça que Gassan Age appelle un ingouvernable. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait face à un ingouvernable? Eh bien, la thèse de Gassan Age, c'est que face à un ingouvernable, on est obligé d'être imaginatif. On est obligé d'imaginer des alters politiques.
on est obligé d'imaginer d'autres catégories pour essayer de rentrer en relation avec les êtres qu'on ne peut pas gouverner. Et il s'avère que la philosophie, par essence, je crois, fait ce métier. La philosophie a pour art particulier de dessiner des cartes et de les soumettre aux gens qui voudraient vivre autrement, ou qui voudraient se rapporter autrement à des êtres qu'on n'arrive pas à gérer, avec qui on n'arrive pas à interagir. Et c'est en ce sens-là qu'il m'est apparu que je voulais essayer d'avoir une approche philosophique de la question. Et c'est de là que vient la métaphore de la diplomatie. Alors, il y a un paradoxe que vous sentez tout de suite dans le titre, que moi j'ai senti finalement assez tardivement, c'est cette idée de diplomatie avec les animaux sauvages. Par définition, ça n'a aucun sens de parler de diplomatie avec des animaux sauvages. Et je crois que justement, c'est important pour moi de mettre l'accent sur le fait que, spontanément, on considère inconcevable de faire de la diplomatie avec des animaux sauvages. Je crois que ce sentiment que c'est inconcevable, il révèle en profondeur certaines de nos catégories d'interprétation du monde qui sont construites d'abord et qui sont non pertinentes ensuite. Et ce que ça révèle pour moi, c'est un problème de philosophie assez profond. Au début, en venant ici, je voulais vous parler essentiellement de mesures politiques sur le loup, et puis je me suis dit que vous allez certainement peu entendre parler de philosophie, donc j'ai décidé de vous parler de philosophie. Il me semble que ce que révèle l'idée que c'est impossible de faire de la diplomatie avec les animaux sauvages, eh bien, c'est précisément nos catégories d'interprétation de la nature. Il me semble que nous, modernes, on a une particularité qui est très étrange. C'est qu'on pense que dans le rapport à l'autre, quel qu'il soit, on est voué à deux possibilités et deux possibilités seulement. On peut entretenir quelque chose comme du rapport de droit dans les situations dans lesquelles on estime qu'on peut dialoguer avec un être, qu'il est capable de respecter des conventions ou des règles. Et dans les faits, nous modernes, héritiers de notre tradition culturelle, grecque, judéo-chrétienne, romane, eh bien, on ne considère qu'il n'y a que les humains qui rentrent dans cette catégorie, des êtres avec qui on peut entretenir des rapports de droit. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que tous nos rapports aux humains sont des rapports de droit. Par contre, tous les êtres qui ne parlent pas, qui ne semblent pas capables de suivre des règles, eh bien, on considère qu'avec eux, on ne peut pas avoir de rapport de droit et qu'on est condamné au rapport de force. Et cette idée de rapport de force auquel on serait condamné avec ceux qui ne veulent pas passer contrat, eh bien, elle est figurée dans notre imaginaire par des fantasmes qui sont des hybridations, par exemple de la théorie hobbesienne de la guerre de tous contre tous, hybridée avec une sorte de darwinisme grossier, comme loi de la jungle, ou survie du plus fort, où la vie serait une sorte de compétition généralisée qui, tant qu'on ne serait pas mis en place des dispositifs humains de pacification par la convention, serait le chaos total et la guerre absolue. En fait, c'est vraiment très intriguant parce que cette croyance sur laquelle on est condamné à ces deux types de rapports aux autres, et fatalement on ne peut avoir de rapport de droit qu'avec les humains, et à l'égard des non-humains, on est condamné à avoir que des rapports de force, c'est une construction qui, si on fait des comparaisons ethnographiques, devient parfaitement arbitraire. Depuis quelques années, à partir des travaux de Philippe Descola, le grand anthropologue du Collège de France, de Viveros de Castro, anthropologue brésilien, ou de Eduardo Kohn, en fait, on est soumis à un effet miroir sur nous-mêmes qui montre la bizarrerie de nos mœurs et de nos représentations, parce qu'on est face à des sociétés qui considèrent spontanément qu'on peut et on doit avoir des relations sociales et politiques avec les non-humains. Et des relations politiques qui ne sont pas de l'ordre du rapport de force ou de la loi de la jungle. Que ce soit les Yanomami ou les Achuars dont parle Descola, ils sont pris dans des relations sociales et politiques complexes, de réciprocité, d'échange avec d'autres espèces, et des relations qui ne sont pas iréniques ou arcadiennes, hein, puisqu'ils les mangent ou ils les chassent, mais ils interagissent constamment avec eux dans des types de relations qu'ils considèrent comme politiques. Excusez-moi, mais qu'ils considèrent comme politique, c'est-à-dire C'est-à-dire que... tout à l'heure, j'ai un problème sur ton utilisation du mot politique.
Très bien. Alors, c'est le cœur du problème philosophique, définir ce que voudrait dire maintenant des rapports politiques avec des non-humains. Mais si tu veux, je peux essayer de définir ce que c'est qu'un rapport non politique. Et par extension, le rapport non politique, c'est celui que nous entretenons avec tout ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire, c'est celui que nous entretenons avec des choses. La spécificité de la modernité, c'est de considérer que tout ce qui est non humain est un ensemble de choses ou de ressources à disposition, et conséquemment, on ne peut pas les considérer comme des agents politiques. Ils n'ont pas de dimension d'agent politique. Et de ce point de vue-là, en fait, ça consiste à leur nier des dimensions comportementales qui semblent nécessaires à des relations politiques. Et en fait, ce qui m'amène maintenant, je dirais, à la pertinence de ce long détour métaphysique pour la question du loup, c'est que lorsque on s'intéresse à ce que l'éthologie cognitive de pointe nous dit du loup, eh bien, ce qui émerge assez spontanément, c'est que le loup est un animal géopolitique. Un animal spontanément géopolitique dans ses rapports intraspécifiques et dans ses rapports extraspécifiques. C'est un animal qui a une dimension comportementale qui est omniprésente chez beaucoup de formes de vie, notamment les carnivores, mais ce n'est pas du tout une nécessité, qui est la territorialité. Qui a une forme de territorialité qui est très particulière, puisque par des marquages extrêmement élaborés, il va signifier des frontières territoriales qui vont avoir des effets collectifs de communication d'abord avec d'autres meutes, et qui dans un second temps vont avoir des effets de modulation des comportements collectifs. Alors voilà, c'est ça que j'appelle des phénomènes politiques, c'est les moments où des communications, des transmissions d'informations sont susceptibles de moduler des comportements collectifs entre groupes, des interactions collectives entre groupes. Ça a été montré par exemple par un biologiste qui s'appelle Alcock en 2009. Il appelle ça le Dear Enemy Effect, l'effet du cher ennemi. En fait, il a quantifié le taux d'agressivité entre groupes territoriaux avant qu'ait été mis en place un territoire et après qu'ait été mis en place un territoire. Et ce qu'il montre, c'est que dans le vivant, la territorialité est un dispositif de pacification. C'est un dispositif pratique de pacification qui permet de faire baisser le taux d'agressivité entre groupes collectifs une fois que les barrières ont été fermement établies. Moi, ce qui me fascine dans ce phénomène, c'est que, en fait, on voit émerger que bien avant l'apparition des humains, bien avant l'apparition de ce qu'on appelle la pensée symbolique et la capacité à passer des contrats entre nous, le vivant a inventé des dispositifs de pacification qui sont des dispositifs politiques. Et dans la mesure où on sait bien la difficulté qu'il y a à faire comprendre à un loup une frontière administrative, dans la mesure où on sait la difficulté qu'il y a à faire comprendre à un loup, à lui faire signer un quelconque pacte de non-agression avec une quelconque troupeau de brebis, la question devient, est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'insérer dans les formes politiques comportementales des animaux mêmes? Donc là, je finirai là-dessus. Je suis fasciné par exemple par une mesure qui a été proposée par un biologiste américain qui s'appelle Dave Houseman, qui est un biologiste un petit peu marginal, un petit peu excentrique, et qui repose sur le concept de biofences. En fait, il s'est dit, on se rend compte qu'on a du mal à moduler le comportement collectif des meutes. Et il s'est dit, si on essaie d'utiliser... Alors que eux parviennent très bien à moduler mutuellement leur comportement collectif. Si on parvient à utiliser leur langage, eh bien on est susceptible de produire des effets politiques de mise à distance, on est susceptible de leur signifier des limites à certains moments de l'année, notamment au moment des estives, par leurs propres moyens. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a synthétisé dans des fioles des odeurs de marquage qui correspondent à une meute puissante. De telle manière que ça signifie que le territoire en présence est occupé par une meute à laquelle il vaut mieux pas se frotter. Et ensuite, il a établi ces marquages sur 53 km. Et notamment, il a poussé l'ambition jusqu'à mettre une ligne de marquage entre une meute et un troupeau qui était attaqué tous les ans depuis 4 ans. Et la première année, il n'y a eu aucun franchissage de cette biofence. De telle sorte... Une barrière construite biologiquement. Voilà, pardon, biofence. Pour les non-anglophones. Barrière biologique, qui donc, vous le voyez, a cet aspect fascinant qu'elle n'est pas du tout contraignante. C'est-à-dire que ce n'est pas une barrière. Vous, si vous la rencontriez, vous ne la verriez pas. Alors l'année suivante, je ne vous le cache pas, la meute a traversé une fois.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire assez simplement, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle dans les problèmes complexes, bien évidemment. Mais le problème, il n'est pas là. Et c'est ça que je veux dire dans les diplomates. Je multiplie les réflexions. Je multiplie les réflexions sur des solutions précises, concrètes, mais je n'ai pas trouvé de miracle pour cohabiter avec les loups, donc je vous l'annonce, si vous en cherchiez un, je ne l'ai pas. Par contre, il me semble que le cœur du problème aujourd'hui, c'est pas de prétendre avoir une solution miracle, c'est de libérer l'imagination pratique, pour que les spécialistes de terrain sur cette question soient capables d'imaginer des choses que nos catégories nous empêchent d'imaginer autrement. Et c'est ça que j'appelle la diplomatie. La diplomatie, c'est essayer de libérer l'imagination théorique pour que les gens sur le terrain puissent penser nos relations aux loups autrement qu'en termes de il faut réguler quantitativement des populations qu'on va simplement compter, et si on en tue un peu plus, il y aura un peu moins d'attaques, ce qui s'avère être une aberration écologique totale, ça ne marche pas du tout. Ou alors, de notre côté, imaginer des mesures qui consisteraient à essayer simplement de le maintenir à distance, de minimiser nos contacts avec lui, ce qui ne correspond pas à la nouvelle donne de nos rapports aux sauvages, parce que le loup le montre très bien. La nouvelle donne de nos rapports aux sauvages, dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est qu'ils sont contre nous, c'est qu'ils sont parmi nous. On est voué à vivre tout contre eux. Le loup, c'est un symbole magnifique pour ça, et je conclurai là-dessus. Traditionnellement, c'est l'animal symbolique de la wilderness. C'est l'animal qui va s'installer au plus profond des forêts denses, le plus loin possible des humains. À une époque même, il y avait des modèles en écologie qui disaient que si on cherchait une tanière, il fallait aller au point le plus loin possible de toute activité humaine. En fait, depuis le retour du loup en France, c'est évident, et ça a même été parfaitement formulé par les éthologues et les écologues. Le loup est un animal interstitiel. Le loup est un animal qui vient se coller à nous, qui vient vivre parmi nous, qui vient calquer son activité sur la nôtre en faisant ce qu'on appelle des ségrégations de niches temporelles, et il vient occuper nos espaces pendant qu'on n'y est pas. Et il y a un symbole de ça qui est assez fort, c'est Luigi Boitani, qui est un grand biologiste du loup italien, qui a documenté une meute qui avait fait sa tanière dans une maison abandonnée. On n'est plus face à un loup dans une nature sauvage un peu fantasmatique qui serait intacte et pure. On est face à un loup qui est parmi nous, contre nous. Et c'est en ce sens-là que, pour moi, le problème, c'est d'essayer d'imaginer des mesures diplomatiques de cohabitation à son contexte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Angélique, est-ce que vous voulez faire une première réaction peut-être au propos de Baptiste et... Micro. On dira sur ce que Morisot a dit en dernier, que, comme il a écrit dans son livre, qu'une meute de loups avait donc élu donc sa tanière dans une maison abandonnée. On peut aussi se rappeler des loups spaghettis qu'on nomme, donc qui viennent à Rome, dans la ville de Rome. Et de même, donc à Berlin, ils commencent à se rapprocher de la ville, et donc on a pu les filmer non loin de la ville. Donc à mon avis, ils se rapprochent parce qu'ils sont assez curieux, et ils cherchent à savoir ce que les humains font. Peut-être aussi essayer de trouver dans les ordures de quoi se nourrir, vu que le gibier se fait rare dans les forêts. Justement, l'exemple de Berlin est intéressant parce que à Berlin, il y a le loup, certes, mais il y a surtout, depuis la fermeture de l'aéroport, c'est un peu l'eau, en plein centre-ville, les lapins, les lièvres, et puis les sangliers, qui sont infiniment plus nombreux que les loups. Et alors, quelle est la différence entre ce phénomène entre loup et sanglier, par exemple, qui présente un problème pour l'agriculture bien plus important, bon, qui ne sont pas carnivores et qu'on peut manger, d'où le fait peut-être qu'on accepte beaucoup plus facilement qu'on les chasse. Et dans une ville comme Berlin, mais il n'y a pas qu'à Berlin, il y a Paris aussi, très proche de banlieue, enfin sur les boulevards, enfin sur l'emprise de l'ancienne petite ceinture, il y a des renards qui maintenant circulent et qui bouffent les poules que les Parisiens essayent d'élever pour leur faire manger leurs déchets.
Peut-être que justement ça interroge cette question des cartes mentales qu'on avait, et quand on dit peut-être par rapport à l'exemple français ou américain, où on restait sur ces deux visions traditionnelles de soit la sanctuarisation du loup ou le prélèvement qui peut aller jusqu'à l'extermination, mais dans les deux cas on reste quand même sur une vision de l'ennemi, de l'étranger, hein, qu'on va attaquer en soldat, et donc si j'ai bien compris, pour dépasser ce modèle, ouvrir l'imagination, c'est aller passer du modèle de la guerre en soldat au modèle du rapport diplomatique, on va dire. Est-ce que justement, peut-être en Allemagne, on a une carte mentale par rapport au loup qui était différente ou qui a évolué plus rapidement et qui a permis justement peut-être de dépasser ces deux modèles qui étaient en place et qui conduisaient en plus souvent à l'affrontement, je veux dire, parfois presque à l'affrontement plus fort entre les deux bords humains qu'entre l'humain et le loup directement. Je veux dire, en Allemagne, ils ont aussi eu des légendes de bêtes comme chez nous, dont le loup de Sarrode. Mais je pense qu'ils ont le parti politique des Verts donc, est plus avantagé en Allemagne que chez nous. Donc je pense que la population prend conscience, donc, avec le retour du loup, qu'il est intéressant d'en tirer bénéfice. Et donc ils ont changé leur mentalité. Peut-être du coup par rapport aux cartes mentales, peut-être que la population allemande a évolué plus rapidement sur un rapport entre l'homme et l'animal, qui a une frange là qui a pu dépasser un certain Surtout modèle. qu'ils ont plus de loups, donc les statistiques de loups qui reviennent en Allemagne sont plus importantes. Et il faut savoir que les loups, ce sont des loups venus de Pologne, donc qui n'ont pas le même gabarit que nos loups qui viennent en France, qui viennent d'Italie, donc ils sont plus petits. Donc, je crois que c'est une histoire de mentalité qui a pris conscience, comme il le revendique, que la présence du loup est un avantage, donc un atout, voilà, ils en ont fait leur représentant de l'environnement, quoi. C'est lesquels les plus petits? Les Italiens. Les loups maigres. Mais en Italie, ils ont un monde fondateur qui est quand même meilleur, avec Romulus et Rémus. C'est vrai qu'ils sont avant. Il y en a d'autres. Il y a des contes de loups nourriciers. Alors on a beaucoup de questions, on peut peut-être Oui, prendre ça, des séries de 3 et puis on laisse... L'image du loup en Italie, voilà, d'abord. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que la modernité transformait tous les non-humains en choses. J'aimerais que vous puissiez parler. Moi, je suis responsable de la commission conditions animales. Donc, on se bat justement pour enfin l'avènement d'autres statuts pour le non-humain. Donc, on a besoin effectivement de réflexions élaborées et beaucoup de réflexions philosophiques là-dessus. Et je voulais savoir, quand vous dites qu'est-ce qui a été réfléchi pour s'insérer dans la politique, dans le fonctionnement politique des non-humains. Parce qu'on se trouve aussi confronté, et au sein de LV, dans un conflit entre les éleveurs et les bergers, notamment en région PACA. Là, on est en train de travailler, je pense qu'on va élaborer, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, sur des rencontres, et si vous étiez éventuellement intéressé, je serais très très intéressé que vous vouliez parler de cette façon de travailler avec les loups, donc avec les bergers, et ce serait justement à Aix, dans cette région-là. Donc, si vous avez déjà des pistes, si vous avez déjà eu l'occasion de réfléchir là-dessus. Oui, alors, il y a eu plusieurs questions, certaines à portée civilisationnelle, d'autres à portée locale. Donc 2 mots sur la question de la modernité, cette idée que la modernité a confisqué en fait au reste du vivant, au vivant non humain, toute une série de ses propriétés, toute une série de ses capacités. Moi c'est comme ça que je le formulerai. J'appelle ça les 3 confiscations. Il y a eu une sorte d'extraordinaire hold-up qui est pas le fait d'ailleurs, comme souvent,
qui n'est pas le fait du tout d'un mouvement culturel, je dirais, en prise avec les choses, parce que les naturalistes, les paysans, les gens qui vivent au contact des non-humains, ils sont parfaitement conscients qu'ils ont une consistance, qui sont autre chose que des choses, qui sont bien autre chose que des choses. Mais les philosophes, eux, oui, bien sûr. Mais vivant, on peut l'entendre de mille manières. Dès lors qu'il est codé comme ressource et qu'on lui refuse le statut de fin, et qu'on considère qu'il n'est qu'un moyen, il se retrouve renvoyé, aplati dans le champ des choses. Et ça, c'est vraiment un hold-up dont je crois à l'origine est philosophique. Je pense que c'est nous qui sommes coupables en grande partie de ce phénomène. Et même s'il fallait nommer un coupable, il n'y est pour rien, il avait d'excellentes intentions. C'est certainement la morale kantienne qui est en question, avec la thèse fondamentale sur laquelle il y a deux types d'êtres dans le monde. Il y a les êtres qui ont une fin en soi, qui constituent des fins en soi, et ce faisant, ils ont une dignité, de telle manière que il est immoral de ne les considérer que comme des moyens et pas aussi comme des fins. Et ces êtres qui ont une dignité, bien c'est vous, c'est moi aussi. C'est tous ceux qui sont censés disposer de la rationalité. Et après, il y a le reste du monde qui ne dispose pas de dignité, parce qu'il ne dispose pas et qui ne constitue pas une fin en soi. Et ce faisant, voilà le hold-up, ce faisant, ils deviennent des moyens pour les seuls êtres qui sont des fins en soi, c'est-à-dire nous. Ça, c'est un des actes par lesquels on passe assez spontanément à une chosification d'un vivant qui est bien évidemment autre chose que des choses. Alors après, pour les questions les autres questions est portée sur les mesures politiques. Les pistes les de pistes. travail, est-ce que ce serait sincère? Donc c'est en fait essayer c'est travailler, c'est expérimenter tous les dispositifs de communication qui sont éthologiquement subtils. C'est-à-dire qui reconnaissent que l'animal a une complexité comportementale et que on ne peut pas espérer lui envoyer des messages qu'il comprenne. Le loup est d'une intelligence extraordinaire. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que c'est le seul point d'accord entre les opposés. Et d'ailleurs, les bergers avec qui j'en parle, qui peuvent avoir beaucoup d'acrimonie à son égard, par contre, lorsqu'ils parlent de l'intelligence du loup, ils ont l'œil qui pétille. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent bizarrement, ici, des aptitudes qui sont importantes. Et cette intelligence est aussi une intelligence inductive, c'est-à-dire à comprendre des règles ou à extrapoler des règles à partir de cas. Il y a aujourd'hui des gens qui travaillent, comme Jean-Marc Landry, des éthologues de terrain, qui travaillent justement sur de l'éthologie fine, sur comment on fait passer un message à quelqu'un qui a un type d'intelligence de loup. Et lui, il a des propositions qui sont extrêmement intéressantes. Et le travail de Dave Husband aussi est extrêmement, je crois, prometteur. Puis après, il y a d'autres dispositifs qui se jouent à un niveau plus politique, entre humains, sur comment... ça, c'est un autre point dont je n'ai pas pu parler ici. Ce qui m'intéresse, c'est un argument qui vient de ce qu'on appelle la community-based conservation. Dans l'idée de protection des espèces, il y a toute une série de porteurs de projets qui viennent des pays du Nord, qui sont allés essayer de protéger des espèces en Afrique, en Inde, et parfois au détriment des populations humaines en présence, que ce soit le tigre des Sundarbans ou que ce soit la grande faune africaine dans le Masai Mara, jusqu'à ce que ces praticiens de la conservation se rendent compte qu'il était impossible de protéger une faune au détriment de la communauté humaine avec qui elle cohabite. C'était pas possible, ça n'avait aucun sens. Et ils ont inventé ce concept de community-based conservation, dans lequel l'idée, c'est que il faut que ce soit la communauté humaine qui cohabite de près avec cette fameuse biodiversité, qui ait un intérêt. Et je ne parle pas d'intérêt bêtement économique, je parle d'un intérêt profond, multiple, qui est d'un intérêt à la conservation de cette espèce. Et c'est ce qui a été fait par Western au Masai Mara en proposant aux Maasai de devenir les gérants des réserves, de devenir extrêmement intelligentes et qui produisent des effets qui sont aujourd'hui des effets majeurs de conservation. Et alors vous pourriez me dire, à l'égard du loup, il y a un peu d'ironie à dire ça, parce que les gens qui aujourd'hui cohabitent au plus près de l'animal, ça sont ceux qui sont les plus radicalisés contre lui. Mais je crois qu'il y a une illusion, il y a un effet de surface de ce point de vue-là. Parce que ceux qui cohabitent avec le loup, c'est pas
c'est pas intrinsèquement les bergers. Je pense qu'il y a un hold-up au sens où les éleveurs et bergers, qui sont médiatiquement les plus mis en scène sur cette question, ils semblent prendre une place colossale de telle manière qu'il n'y a plus d'autres paroles qui émergent. Il y a des travaux qui me semblent assez intéressants de sociologie qui évoquent que dans le monde rural, la sensibilité au retour du loup, elle est beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus clivée que ce qui semblerait, et il y a beaucoup de sentiments positifs à l'égard de ce retour. Et je crois que c'est cette sensibilité-là il faut permettre, à qui il faut permettre de s'exprimer, à qui il faut donner des arguments scientifiques, philosophiques, économiques, pour qu'elle puisse essayer de contrebalancer aujourd'hui le discours qui semble monopoliser la place, qui est le discours en fait des éleveurs et des bergers. Et juste un point sur cette phrase, parce que je voudrais dire une fois ça, je lis là ces derniers temps de plus en plus dans les textes des anti-loups une phrase qui est que le loup ne peut pas cohabiter avec le pastoralisme. Alors, je voudrais dire quelque chose sur cette phrase, parce que je pense que là, il y a une cécité historique qui est prodigieuse. Ça fait 8000 ans que le pastoralisme bovin existe. Ça fait depuis le néolithique. Et ça fait 8000 ans que le pastoralisme bovin cohabite avec le loup. Et ça fait à peu près une centaine d'années en France, parfois moins, qu'en effet, il n'y a plus de cohabitation parce qu'on a éradiqué l'espèce. Et donc, on vient aujourd'hui à énoncer comme une sorte de vérité absolue qu'on ne peut pas cohabiter avec le loup. C'est à mes yeux absolument incompréhensible. On l'a fait dans des situations dans lesquelles nos moyens techniques étaient infiniment plus faibles, notre intelligence zootechnique, éthologique était infiniment plus faible. On l'a fait pendant plusieurs milliers d'années. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible aujourd'hui. Bonjour, je suis Picard. Ça fait pas loin d'une cinquantaine d'années que je fréquente les Hautes-Alpes, où j'ai des amis d'enfance maintenant, dans le parc naturel régional du Queyras, donc un endroit où l'arrivée du loup, il y a les abris, il y a le Mercantour, n'a pas pris de caractère paranoïaque, on va dire. Mais avec parce qu'il y avait une gestion de la faune un peu collective assez importante, avec des effets sur des mouflons qui avaient été réintroduits, d'ailleurs, qui ont été quasi-éradication, division par 10 de la population. J'étais encore là il y a une dizaine de jours dans une conférence faite par le président d'un société locale de chasse qui plutôt sur le fait de dire un prédateur est revenu, et la question c'est comment on arrive à cohabiter avec ce prédateur. Alors, même s'il ne parle pas de diplomatie, mais je trouve que dans le discours des écologistes il y a des choses qui sont de l'ordre aussi de la cécité. Et je ne crois pas que ce soit uniquement l'arrivée de la FNSEA dans le circuit qui est radicalisée. Il y a aussi le fait que manifestement, à vous dire d'un certain nombre de gens qui, encore une fois, ne sont pas des paranoïaques, il est redoublement intelligent et il a modifié progressivement ses formes d'attaque. Enfin, aujourd'hui, c'est de moins en moins la nuit, c'est-à-dire que les patous la nuit, mais aussi quelquefois le fait de faire des nuits blanches pour les protéger, c'est un peu compliqué pour les bergers. Certains deviennent vraiment fous, il faut considérer qu'il y en a qui deviennent fous, enfin qui n'en peuvent plus, qui arrêtent même. Voir la moitié d'un troupeau qui saute d'une falaise, c'est extrêmement difficile, donc il y a des souffrances énormes. Mais maintenant ils attaquent de jour, ils attaquent en meute, ils attaquent avec des stratégies redoutables. Premier élément je voulais dire. Deuxième élément, c'est que, au dire de ces gens, encore une fois non paranoïaques, on finit par le croiser à la sortie du bled à l'automne, quoi, le loup. Et pas des chiens errants, des loups. Enfin, ils ont acquis une intelligence, une connaissance du loup à partir des villageois, encore une fois, qui sont dans des processus de gestion de la faune, donc ils savent. Et certains d'entre eux disent un jour ou l'autre, et là, on sera totalement tous balayés, il y aura un accident. Un jour ou l'autre, il y aura un accident. Ils parlent aussi de la question d'hybridation. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe, mais encore une fois, c'est pas des gens totalement contre le loup qui le disent, mais dans la vallée, il y avait, il y a 10 ans, la thèse complotiste. C'est des écologistes fous qui ont introduit le loup des Abruzzes. Bon, ils ont un peu abandonné la thèse complotiste. Par contre, ils disent qu'il y a des malades mentaux aujourd'hui qui offrent sur le Bon Coin des offres d'hybridation, quoi, hein, avec des loups encagés, et ils disent, nous ne savons pas ce que ça produit. En tout cas, ça produit des animaux qui n'ont pas le comportement du loup, c'est-à-dire a priori la peur absolue de l'individu debout. Voilà, donc je voulais dresser ce panorama qui est quand même très compliqué par rapport au pastoralisme. C'est vrai que ça fait que 100 ans qu'il a disparu,
Mais réintroduire la capacité à vivre avec, ça semble très compliqué. Et ça, en particulier parce qu'on a tous été élevés à Pierre et le Loup, à la splendide musique qui va avec, et à Gérard Philippe qui dit le texte en plus. Enfin, bon, donc chaque génération, moi, on a racheté Pierre et le Loup, mon petit-fils. Excusez-moi, je digresse un petit peu, mais donc aujourd'hui, il y a des conséquences écologiques en alpage, parce que malheureusement le pastoralisme est lié à la conservation de la montagne. On sait très bien que s'il y a des pentes qui sont pas pâturées, enfin, ça fait un ensemble de catastrophes qui ne sont pas possibles de laisser faire. Donc le pastoralisme est un indispensable d'un certain nombre de territoires. Or aujourd'hui, on semble avoir atteint le bout des méthodes qu'on a un peu présentées comme des icônes autour du patou, du pâturage, etc. Alors, ma question c'était, est-ce que vous pouvez l'un et l'autre aller un petit peu plus loin sur un peu des intelligences éthologiques, une connaissance plus fine. Alors j'ai bien compris qu'on pouvait éventuellement, on recherche à pouvoir cantonner l'émeute avec des leurres olfactifs, finalement, si je prends des termes moins savants que les tiens, parce que je ne les connais pas tous très bien, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions à ça? Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'on est au bout d'une forme de protection, parce que chaque année, il y a des attaques quand même, dans ce territoire-là, et qui se traduisent par des catastrophes sur nombre de bêtes assez conséquentes. Et c'est pas en disant que c'est des chiens errants que ça le fait, parce qu'on est capable de dire qui a attaqué maintenant. J'étais dans le parc de Marmotte, vers Serpenson. Et donc dans ce parc, on les a menacés, donc s'ils n'enlevaient pas leur loup, donc d'incendier le parc. Donc ils ont pris des sarlos, donc justement qui sont mi-loup, mi-chien, et Les chiens-loups. Et donc ils proposent donc aux touristes de voir qu'il y a bien une différence entre le côté loup qui est mis en avant, donc ces loups ils sont assez peureux, et dans l'autre côté du parc il y a les sarlos avec le côté du chien qui est mis en avant. Ceux-ci on peut venir, on peut les caresser, donc ils viennent vers l'homme. Mais ceux qui sont donc, avec le côté loup, donc, ils ont peur et ils restent dans leur tanière. Donc, et donc ils ont fait ce test pour montrer que même en étant imprégné de l'homme, le loup reste donc farouche et a peur, craint l'homme. Alors c'est très dense, c'est un peu compliqué de répondre à tout ça. Je pense que dans le discours que tu as soutenu, il y a toute une série de petites déclinaisons qui ne sont pas factuelles. Alors moi je prétends pas non plus être absolument factuel, mais et c'est justement un peu ça le drame actuel, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un récit commun de la situation. Le pastoralisme est-il indispensable aux montagnes? Indispensable, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne prêche pas du tout contre le pastoralisme ovin. Je pense que c'est très important, que c'est un patrimoine immatériel très important, que c'est un métier qu'il faut préserver, et qu'il faut préserver sous des formes saines, qui d'ailleurs ne sont en partie plus les siennes aujourd'hui. Mais cet argument de l'indispensabilité, je pense qu'elle est aussi fausse que l'argument de l'indispensabilité du loup. Le pastoralisme n'est pas plus indispensable aux montagnes que le loup n'est indispensable aux montagnes. Le problème, c'est pas d'essayer d'ériger des normes absolues qui seraient des nécessités, qui piloteraient des politiques. Le problème, c'est de prendre des décisions politiques. Sachant que personne n'est indispensable. On a vécu sans le loup, ça a eu des effets sur une certaine biodiversité, ça a détruit les cascades trophiques. On n'en est pas mort, que je sache. Et de même, le pastoralisme, on ne peut pas prétendre que c'est une nécessité absolue pour la montagne. La montagne n'a pas besoin de pastoralisme pour être la montagne. La question, c'est maintenant, politiquement, comment on pense le problème. Ensuite, quand vous dites on est au bout des techniques, ça, c'est pas vrai du tout. Ça, pour le coup, c'est vraiment un élément de discours qui pousse dans ce sens de l'impossibilité de la cohabitation. Je vous rappellerai juste, à nouveau, ce phénomène historique tout simple, que ça fait 6000 ans que les bergers cohabitent. Ils le font, et alors je ne ferai pas de pari sur le fait qu'ils n'ont pas une nuit blanche auparavant, mais je ne crois pas que c'est un métier qu'on ait considéré comme toujours intrinsèquement sinistré, et qui depuis 6000 ans est un métier qui rend les gens fous. Non, c'est pas le cas.
Donc la possibilité de la cohabitation n'est même pas en question. Ça, c'est évident qu'elle existe. La question, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les éleveurs et les bergers de cohabiter aujourd'hui? Absolument. Et là, la réponse n'a rien à voir avec le loup. Et c'est ça le cœur du problème. Ça a été analysé par Laurent Riotor, qui est un spécialiste de sciences humaines. Il y a une crise ovine qui est antérieure au retour du loup, qui est une crise socio-économique. Et cette crise socio-économique met la profession dans une situation sinistrée, qui est réellement sinistrée. Et lorsque vous êtes dans une situation sinistrée, vous ne pouvez plus accepter le moindre aléa. Le moindre aléa vous fait basculer dans une situation impossible. C'est ça le cœur du problème. Marc Lecacheur, qui a fait le tour des pastoralismes européens, il dit très bien que à chaque fois qu'il est tombé ici et là, dans les Balkans, en Pologne, sur un éleveur ovin qui est dans une situation prospère, cet éleveur considère que le loup n'est pas un vrai problème. Il considère que le loup est un aléa naturel, comme les autres, comme les maladies, comme les orages, comme les dérochages, qui sont omniprésents. Lorsque vous êtes berger, vous perdez une large proportion de vos brebis, une certaine proportion de vos brebis par des aléas naturels. Si vous êtes prospère, lorsqu'ils sont prospères, les éleveurs considèrent que le loup n'est pas du tout un drame de civilisation avec lequel on ne peut pas cohabiter, qui renvoie à des enjeux colossaux. Non, ce n'est pas le cas. Alors maintenant, la question devient, pourquoi est-ce que, quelle est l'une des raisons, l'une des causes socio-économiques pour lesquelles la profession est sinistrée? Et bien, la réponse, elle est très intrigante. La réponse, c'est le Rainbow Warrior. Oui, tout à fait. C'est le Rainbow Warrior le problème. Le problème, c'est le Rainbow Warrior. En 1985, la DGSE française fait exploser le navire amiral de Greenpeace dans le port de... Donc, la DGSE, par des manœuvres vraiment nul du point de vue de l'espionnage, qui a explosé ce fameux navire amiral de Greenpeace dans le port d'Auckland. Pour essayer d'améliorer diplomatiquement la situation avec la Nouvelle-Zélande, la France, parmi toute une série de mesures, renonce aux mesures protectionnistes sur la viande française, qui étaient déjà permises par l'Union européenne à ce moment-là. Et il faut savoir que la Nouvelle-Zélande a un coût de production de l'agneau qui est extrêmement bas pour une raison assez simple, c'est qu'ils ont des faciès écologiques qui permettent le pastoralisme, mais ils n'ont pas de prédateurs. Ils n'ont aucun prédateur. Donc pour le coup, ils peuvent faire des trucs très extensifs, ils n'ont pas besoin de gardiennage, ils n'ont pas besoin de techniques de pastoralisme subtil, ils n'ont pas besoin de parcours techniques exigeants, ils n'ont pas de prédateurs. Aujourd'hui, dans tous les supermarchés de France, les étals sont remplis d'agneaux de Nouvelle-Zélande, parce que ça coûte moins cher de faire venir de Nouvelle-Zélande que de faire de l'agneau français. Conséquemment, les éleveurs et les bergers français paient le prix de ce phénomène-là. Et c'est ça qui est une des causes de sinistre de la profession, et c'est ça qui les met dans une situation telle que le loup c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui rend la situation impossible. Donc c'est en ce sens-là que c'est un problème politique et que la cohabitation n'est pas intrinsèquement impossible. Oui, j'insiste un peu pour prendre la parole parce que je dois m'en aller. Didier Loriou, éleveur de moutons, co-responsable de la commission agriculture et ruralité. Donc on doit avec Fabienne travailler sur une convention sur le loup, c'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas polémiquer sur l'élevage, sur le Rainbow Warrior, etc., etc. Juste pour dire qu'il y a parmi vous quand même un éleveur de moutons qui est attentif à ce qui se dit. Et qu'on est donc, entre guillemets, on s'est engagé avec la commission conditions animales, commission environnement et commission agriculture, et le CPR-PACA a travaillé sur cette problématique pour avoir une réponse pour un parti politique. Hein. Nous ne sommes pas une association de défense de l'environnement, ni un syndicat agricole. Donc on vous invitera certainement, on prendra sur... Fabienne s'en occupera, moi il faut que j'aille une autre réunion pour parler des éco-phyto. C'est aussi problématique, c'est aussi un autre problème. Donc voilà, donc c'était juste pour dire qu'il y avait quand même des gens qui étaient éleveurs de moutons, qui avaient particulièrement rien contre le loup, ni pour ni contre. Après, l'histoire du pastoralisme, on pourra en reparler. Tout ça, ça se débattra à cette convention. Moi, je suis dans un département où je pense qu'un des derniers loups a été tué au moment de l'éradication du loup dans les années 40, c'est-à-dire limite aux Vienne-Corrèze. C'était pas dans le Mercantour, attention. Hein. Donc ça pose, on parle plus de pastoralisme, on parle plus de pastoralisme maintenant. Effectivement, avant, il y avait des bergères qui gardaient les moutons sur le plateau de 1000 vaches, sur les bruyères. Maintenant, c'est plus ça. On est dans des parcs à moutons, on est dans l'élevage. Donc il y a tout un autre processus.
Et je ne fais pas partie des éleveurs qui se plaignent de mal vivre à cause du loup ou quoi que ce soit. Donc, le Rainbow Warrior, c'est une autre histoire aussi. Il faudra en débattre, la PAC, etc. etc. Mais bon, on essaie de le faire. Ça devrait se faire aux alentours du 2 décembre. Hein. La date est déjà plus ou moins fixée. On verra comment on va évoluer de ce côté-là pour que ça avance. L'impact sur le coût de la viande, sur le prix d'achat de la viande, de ce que disait monsieur, c'est réel, c'est une réalité. L'impact, c'était la négociation de l'Angleterre pour rentrer dans l'Union européenne au niveau de la viande ovine. Il se trouve qu'il y avait des aides compensatrices ovines à l'époque qui étaient en France. Pour avoir une aide compensatrice, il fallait avoir des brebis suitées ou pleines, c'est-à-dire avec des agneaux ou pleines, des agneaux qui étaient moins d'un an, et qu'en Angleterre, ils ont négocié pour avoir dans leur comptabilité, pour toucher la prime compensatoire ovine, comme ils n'ont même pas le même type d'élevage, ils vendent des antenaises ou des agneaux de plus d'un an et qui étaient dans ces cas-là quand même compensés. Donc ils ont pu développer un élevage ovin plus performant, entre guillemets, hein, performant comme on l'entend dans l'agriculture productiviste. Et ça a aidé effectivement, et eux avec le Commonwealth, particulièrement les Irlandais, pouvaient exporter leur viande ovine en France et consommer de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Il y a aussi ce point-là qu'il faut rappeler, il n'y a pas que le Rainbow Warrior. Voilà, donc c'est toute une histoire. Donc voilà, à l'heure actuelle, on va dire 85, mais ça ne concerne pas les gens qui ne mangent pas de viande, mais en 85, vous produisez 80% de la viande ovine consommée en France, maintenant on est à 40%. Le reste, c'est de l'import. Sachant que la consommation Et la consommation, pas dans la surface. Les bâtiments, dans la surface, c'est toujours de la Oui, je crois que ça va. Donc moi je suis en Savoie, le plus clair de mon temps, dans un village à 1500 mètres d'altitude, qui connaît tous les problèmes et qui a vu tout se passer. On a vu le loup arriver parce qu'on a vu, avec la déprise agricole et notamment la disparition des bovins en alpage, on a vu arriver les chevreuils, on a vu arriver les chamois, revenir les chevreuils, revenir les chamois, même des cerfs, et l'année d'après, on a vu arriver le loup. Bien. Et j'ai depuis appris que poussé par un loup, une brebis pouvait grimper aux arbres. Et ça, c'est juste un point. Le problème, quand on essaye de discuter, on se rend compte qu'on a affaire à des gens qui sont perdus et qui sont en voie de fascisation, il faut dire les mots comme ils sont, parce que ils sont aiguillés, poussés par un certain nombre, il ne faut pas négliger l'emprise du Front National à l'intérieur de la FNSEA et parmi les agriculteurs, et plein de choses. Pourtant, on n'a pas épuisé, là je ne suis pas du tout d'accord, on n'a pas du tout épuisé les solutions techniques. Regardons un peu du côté des Italiens. Moi, les chiffres que je connais, c'est que les Italiens ont 10 fois plus de loups que nous, 2 à 3 000. C'est qu'ils ont 3 fois moins d'attaques. Et comment ils font? Ils n'ont pas de patou, et ils n'ont pas comment ça s'appelle? Ils n'ont pas de battu, ils n'ont pas de système d'éradication, etc. Ils ont d'une part le droit de garder avec le fusil, et ils le font, et en permanence, et d'autre parce que c'est un élevage à viande, c'est un élevage pas à viande comme en France, mais c'est un élevage à lait, et donc ils sont obligés de traire, et donc ils sont obligés d'être là. Et ils ont toujours gardé une certaine main-d'œuvre que nous n'avons plus en France, que les bergers français n'ont plus. En France, il y a même des coins comme le Pays Toys du côté du sud-ouest, là, où il y a un AOC du Pays Toys, de l'agneau du Pays Toys, où dans le cahier des charges, il est dit qu'elles ne doivent pas avoir, les bêtes ne doivent pas voir l'humain pendant l'estive. Vous imaginez l'humain pendant l'estive. Ils doivent être abandonnés à elles-mêmes dans la montagne. C'est écrit, je l'ai lu. Donc, les Italiens, et puis ils ont des chiens, ils n'ont pas le même type de chien que nous. Ils ont dressé avec les chiens une barrière, non pas dans le troupeau en cas d'attaque, mais autour, au large du troupeau. Et avec des chiens qui patrouillent, et qui, quand ils retrouvent une trace de loup, ben, ils s'appellent les uns les autres, et puis là, ils prennent la chasse. Ils prennent la piste, ils prennent la chasse.
Ils rattrapent le loup parce qu'ils sont plus rapides. Il y a des lévriers afghans, puis il y a je ne sais plus trop quoi, comme bestioles. Et quand ils ont rattrapé... non, je ne sais pas des border collies, c'est des lévriers afghans. C'est des chiens de combat. Et quand ils rattrapent le loup, ils le bouffent tout simplement. Ils le mettent en pièces et ils le bouffent. Et voilà. Et puis le loup, il ne s'approche pas. Et quand il s'approche, c'est assez risque et péril. Moi, je tiens qu'on a le droit de dire que mourir d'un coup de fusil de berger ou bouffé par un chien, c'est une mort naturelle pour un loup, dans l'espace de friction entre la délimitation des territoires de l'homme d'un côté et de la bête sauvage de l'autre. Encore que je sache très bien, et on le sait très bien, que le loup, c'est quand même l'ancêtre du chien, et c'est un animal qui est extrêmement familier à l'homme, qu'il a toujours été, mais j'insiste, on parle des accidents, il n'y a pas d'accident signalé dans les rapports de police et de gendarmerie, les rapports annuels, mensuels des préfets au ministre de l'Intérieur depuis Napoléon, on ne signale pas d'attaque de loup sur l'homme pendant 200 ans en France. Il n'y a pas eu de cas. Donc il n'y a aucune raison que ça arrive. Donc oui, il y a un problème, le problème réel et le problème politique, il est celui de... On a vu une explosion, je ne sais pas si ça concernait les Hautes-Alpes, et nous ça nous a touché, c'est quand le Giraud est passé en France, l'explosion de colère des bergers français, parce que la mascotte du Giraud, c'était un petit loup en peluche, qui était vendu, qui était montré, et qui était vendu, et c'était pour eux, c'était scandaleux, c'était une atteinte à leur dignité, c'était une atteinte à leur existence. Alors, chez moi, tous les ans, au col de la Croix-de-Fer, c'est la commune où j'habite, il y a une réunion, une grande réunion de bergers et d'hommes politiques locaux, de plus en plus, et qui convoquent la presse, etc., pour proclamer que le pastoralisme est incompatible avec le loup, mais la réalité, c'est que la forme française de pastoralisme actuelle est incompatible avec quoi que ce soit, qu'elle est en train de crever. Bon, d'abord, je suis d'accord avec l'intervention du berger que nos emmerdements avec le mouton, dans le cadre de l'Union européenne, remontent bien avant le Rwanda Warrior, et ça a pratiquement occupé notre travail pendant 20 ans après l'adhésion de la Grande-Bretagne. Bon, ça veut dire que le Brexit a peut-être une influence là-dessus. On va peut-être pouvoir renégocier maintenant. Non, deuxièmement, je suis profondément d'accord avec le fait que, je ne sais pas ce qu'on répondre à Picard, bon, il y a 36 emmerdements actuellement à vivre comme berger. Et le loup en est un, c'est peut-être le 36e. Mais on peut le monter en épingle. C'est pas extrêmement emmerdant d'avoir des femmes en burkini sur les plages. Il y a des forces politiques qui sont capables d'en faire le drame de l'été. Donc si vous voulez, si les fachos veulent faire du loup la question numéro 1 pour le pastoralisme, ils peuvent. Si on résolvait le problème, ils en trouveraient un autre. C'est pas... par exemple, les petits loups qu'on vend en peluche, qu'on vend... non, sans blague, n'importe quoi peut devenir une arme... d'agitation politique pour les fachos en utilisant la misère du monde, c'est évident. Donc mais vraiment n'importe quoi. Qui aurait pensé que le burkini poussait le problème, enfin bon. Troisièmement, alors, maintenant, si on veut maintenant avoir, nous, une position politique, alors, tout à fait d'accord qu'on peut très bien vivre sans pastoralisme du tout, maintenant, en tout cas en montagne. On peut très bien vivre, le Mercantour a survécu au fait que les bergers étaient partis, etc. Le problème qu'on a eu, nous, dans les Verts, en particulier quand Voynet était au ministère, c'est que nous avions eu l'adhésion d'anciens communistes des petites vallées des Alpes-Maritimes, des maires, qui faisaient du développement local fondé sur le pastoralisme. Et pour cela, le loup était un de ces 36 emmerdements. Et de même que les ouvriers se sont battus pendant très longtemps pour éliminer ce qui rendait leur métier difficile, de même ils considéraient que ne plus avoir de loup était une conquête sociale pour le pastoralisme. Et comme c'était difficile de remettre en marche du pastoralisme dans une Haute-Provence dépeuplée, disons-le, désertifiée, ils considéraient que la présence du loup était un obstacle à la revivification. C'était un débat à l'intérieur des Verts. Alors, donc, c'est à nous de choisir, c'est un problème politique. Est-ce qu'on veut des loups? Est-ce qu'on veut une montagne vierge? Est-ce qu'on veut une montagne
habités par les hommes, sous forme de pastoralisme, etc. Bon. Alors non, il y a le problème de la négociation, supposer qu'on veuille les trois en même temps. On va avoir des espaces complètement vierges, on va avoir des espaces avec ce qu'on appelle le parc régional à la française, hein. Enfin, parc naturel où il n'y a personne, parc régional à la française et des loups dedans, dans les deux, enfin dans les trois, c'est-à-dire y compris à l'extérieur. Là, ça pose la question de négocier entre tous les partenaires, et là, je trouve que ce bouquin est très bien. L'idée est très bien. Maintenant, attention, la négociation implique l'exposé de rétorsion. C'est ça le problème avec le loup. Il ne faut pas, comme tu as dit, c'est bien juste d'ailleurs pour parler comme ça, hein, le loup doit s'attendre à en prendre plein la gueule s'il fait chier. Oui, ça fait partie de toute négociation diplomatique. Je prends un exemple. J'ai fait un bouquin, j'étais allé faire un bouquin avec une copine, alors à la limite de l'Oregon et de la Californie du Nord. Bon, j'arrive en bagnole la nuit devant un petit aéroport, chez elle, je rencontre 25 cerfs, cervidés. Je dis, bah, non, vous en avez, vous chez vous. Oui, bah, ils savent très bien, c'est le problème de l'intelligence, qu'est-ce que savent les gens avec qui on négocie. Ils savent très bien, ils ont le concept de réserve, ils ont le concept de période de chasse, mais ils ne savent pas lire, ils ne savent pas quelle est la date de la période d'ouverture à la période de chasse. Comment est-ce qu'on fait? On leur envoie un signal. C'est-à-dire, quand la période de chasse est ouverte, ils se réfugient dans les réserves et hors des périodes de chasse, et ils reviennent partout, ils vont partout. Comment est-ce qu'on fait pour leur dire attention, la période de chasse ouvre dans 2 jours, donc rentrez chez vous? Eh bien, ils ouvrent la chasse à l'arc. Pendant 2 jours avant l'ouverture de la chasse au fusil, que vous avez pu voir dans le film Deer Hunters, là, les Jours de l'enfer, pendant 2 jours, vous ne pouvez chasser qu'à l'arc. Ça fait déjà un peu moins de morts. Mais quand même, le cerf, qui n'est pas con, si ça les reprend, ça sera beaucoup plus grave dans 2 jours, je rentre chez moi. Avons-nous le moyen de négocier comme ça avec le loup? C'est vraiment la question qui est posée, y compris par les crises italiennes. Alors, on va prendre peut-être une dernière intervention, puis après on passe la... C'est pas très philosophique, mais c'est juste un témoignage de mon été passé en randonnée. Donc on parlait des questions qui pouvaient faire que les mesures de protection par rapport notamment aux attaques. Moi j'étais témoin donc, dans les Aravis, dans la chaîne des Aravis, et aussi en Haute-Maurienne, donc au-dessus de Lens-le-Bourg, de troupeaux complètement disloqués, complètement laissés sans aucune surveillance dans les 4 coins de la montagne jusqu'à 3000 mètres, enfin, et complètement dispersés par petits groupes de 2-3 individus. Enfin, dans tout. Donc je ne sais pas, c'est presque la première fois qu'à ce point j'ai vu des choses comme ça. Je me suis dit, est-ce que c'est une nouvelle type de gestion, en disant on laisse manger certains moutons je sais pas, et on les laisse plus en troupeau pour pas qu'il y ait des effets de masse au moment de l'attaque. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et il y avait par contre quelques bergers qui étaient équipés de patous et qui encadraient de jour comme de nuit les troupeaux. Mais bon, j'ai été surpris par plusieurs vallons, j'ai trouvé ces moutons complètement dispersés dans toute la montagne. En fait, je crois qu'il y a 2 problèmes qu'il faut distinguer. Le premier problème, c'est, comme partout, dans chaque profession, il y a des gens qui font très bien leur travail, il y a des gens qui font mal leur travail. Il y a une médiatisation de ces 2 phénomènes dès lors que ça devient un problème politique. Dans le monde de l'élevage, il y a encore des gens qui ne protègent pas les troupeaux. Moi, je ne défendrai pas du tout qu'ils sont majoritaires, ou que c'est là le cœur du problème, ou que c'est eux qui se font attaquer. Probablement qu'il y a aussi des gens malhonnêtes qui utilisent ça. Je pense qu'ils sont minoritaires, mais surtout, je pense que c'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est est-ce que, lorsque sérieusement on met en place des mesures de protection, la baisse du taux de prédation sur le troupeau rend sa présence tolérable. Et ça, de fait, il faut voir les travaux, par exemple, du géographe Farid Benamou, ou même les travaux actuels plus récents sur la question. Il est très clair que tendanciellement, lorsque vous mettez en place de bonnes mesures de protection, vous réduisez massivement la prédation sur les troupeaux. Et il y a une réelle effectivité. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Keras a un rapport non paranoïaque au loup. C'est parce que très tôt, ils ont commencé à mettre en place des mesures de protection qui ont eu des effets, tout simplement fonctionnels. Parce que
pour partie, nous savons encore comment faire. Maintenant, il ne faut pas du tout faire semblant que c'est facile, quel que soit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de subventions étatiques qui permettent aux éleveurs, aux bergers, de mettre en place des mesures. Mais encore une fois, c'est très compliqué. Imaginez-vous une profession, vous avez un rapport à votre profession, vous avez une certaine manière de faire, et là, regardez comme nous sommes agrippés à nos acquis sociaux. Je ne dis pas qu'on a tort, mais quand quelqu'un essaie de les faire bouger à minima, quand un humain ou un intérêt humain essaie de les faire bouger à minima, on rue dans les brancards. Imaginez que ce soit une bestiole qui vienne essayer de remettre en cause votre manière de travailler, l'équilibre fragile que vous avez mis en place dans votre manière de travailler. C'est parfaitement compréhensible que ça génère des réactions assez violentes. Maintenant, est-ce que pour autant on peut soutenir que la cohabitation est impossible ou qu'on est arrivé au bout de l'effectivité des mesures? Non, ça c'est faux, les mesures fonctionnent. Lorsqu'on fait l'effort qui est exigeant, qui est difficile de les mettre en place, lorsqu'on trouve les moyens de se réinventer de ce point de vue-là, ça a des effets qui sont clairement positifs. Et alors pour revenir au point que vous avez soulevé tout à l'heure sur la question des mesures de rétorsion, alors moi j'ai aucun problème avec ça, moi je ne défends pas du tout qu'il faut... J'ai aucun problème avec le tir létal à l'égard des loups, je ne pense pas qu'il soit absolument inconcevable de tirer sur des loups. Je pense que le problème c'est de tirer intelligemment, et dans des cas dans lesquels ça a une effectivité. Par exemple, ça a été montré que la mesure principale actuelle qui consiste en un tir à l'aveugle qui est produit par une sorte de quantification abstraite, non seulement est inefficace, mais surtout qu'il est contre-productif. C'est assez fascinant. Pourquoi? Parce que le tir à l'aveugle est susceptible de maximiser le nombre d'attaques des loups sur les troupeaux. Et oui, la bizarrerie, c'est qu'en fait, les loups sont une espèce qui a des traditions de chasse collective. Ces traditions de chasse collective exigent une cohésion. Il faut être en cohésion pour aller attaquer des ongulés vigoureux qui ne veulent pas se laisser faire, comme les chamois et les chevreuils. Dès l'instant où vous tirez au hasard, vous êtes susceptible de détruire cette cohésion de chasse. Si par exemple vous tuez un des chefs de chasse, un des mâles ou femelles reproducteurs, ce faisant, vous faites éclater la meute, qui devient incapable d'aller prédater les ongulés sauvages, et donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils reportent leur prédation sur les ongulés domestiques. Donc le problème, c'est pas le tir, le problème c'est d'avoir une compréhension suffisamment fine de ceux avec qui on veut négocier, de comment ils fonctionnent, pour mettre en place des mesures qui communiquent effectivement, qui communiquent ceux qu'on veut communiquer, et qui ne sont pas en fait des pis-aller pour des soupapes de sécurité pour exprimer une colère compréhensible en la reportant sur les autres. Est-ce qu'on avait d'autres interventions? Je pense que si on peut en prendre encore une ou deux, puis on dépasse un petit peu de... La question, c'est comment on peut spécialiser quelqu'un pour savoir sur quel animal de la meute il faut tirer pour C'est une très bonne question. Donc en fait, non, le problème c'est que ça veut dire que la conséquence c'est qu'il faut imaginer des mesures d'effarouchement et des mesures de défense qui se font sur le lieu de l'attaque. Et précisément à l'égard de ceux qui attaquent. Parce que pour le coup, par exemple, les attaques en meute, ça c'est quelque chose qui est beaucoup entendu. Et en vérité, je ne ferai pas de généralité parce qu'il y a une vraie plasticité du comportement des meutes, premièrement, et deuxièmement, les données sont très difficiles à réunir. Mais je vous renvoie au travail que fait Jean-Marc Landry dans le projet Canovis, où il a filmé, après, je crois, il y a une centaine de nuits d'affilée, 88 nuits d'affilée, sur lesquelles il filme les troupeaux et il filme les interactions loups, chiens de protection, troupeaux. Dans l'immense majorité des cas, ce ne sont pas les meutes qui attaquent, ce sont des individus qui attaquent, à un ou à deux, et ce sont, figurez-vous, des jeunes, des adolescents. Ça, c'est une mythologie fine. C'est Daesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des jeunes isolés, ça ne fait pas partie d'une meute encore? Je pense que c'est des jeunes de la meute, parce que la meute n'est pas forcément toujours ensemble, qui sont en fait pas encore disciplinés, formés, pas encore cultivés, et qui conséquemment, excités par la présence du troupeau,
et c'est fascinant, on les voit attaquer le troupeau, et la plupart du temps ça échoue en fait. Ils sont, même d'un point de vue des compétences de prédation, ils sont pas bons, hein, ils n'y arrivent pas, et ils restent là pendant des heures et des heures. Et donc voilà, la question c'est plutôt quelles mesures on applique à ce type de profil, et comment c'est à eux qu'on répond. Tirer abstraitement, ça ne résout pas un problème qui est fin, parce que les problèmes politiques sont fins. Moi, c'était juste une petite remarque sur les choses que vous avez dites au début par rapport à la question de la faune sauvage, et particulièrement le fait qu'il n'y a pas de droit. Mais je trouve qu'il y a en Europe, enfin en France, ici en Europe, aussi un report de notre imaginaire sauvage ailleurs que chez nous. On est prêt à se battre pour la sauvegarde des éléphants, des baleines. Les enfants sont aussi, les livres d'enfants sont pleins de livres d'animaux sauvages, mais surtout des animaux sauvages qui ne sont pas chez nous. Et quand ils sont chez nous, ils sont effectivement le méchant loup. Donc, je dirais que c'est une forme de colonialisme, je ne sais pas, idéologique. Je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui se joue comme ça. Et alors, conséquemment, puisqu'on est capable d'essayer de trouver des mesures pour protéger les éléphants, par exemple, ou d'autres qui sont aussi des prédateurs, mais ils sont pas carnivores aussi. C'est vrai que le côté herbivore, carnivore, c'est quelque chose qui est très important dans les représentations. Mais le tigre était protégé. Pardon ? Le tigre. Le tigre, oui, mais le tigre, il est beau, mais il ne faut quand même pas s'en approcher. Enfin, je veux dire, voilà, mais parce que aussi ces continents-là sont aussi quelque part considérés comme des continents sauvages, enfin d'une certaine manière, quoi, à travers ça aussi. Mais donc, comment voilà, peut-être qu'il y a des solutions à trouver dans d'autres territoires où ce rapport avec l'animal sauvage est aussi une question. Voilà. Alors, moi, je me permets aussi du coup une question sur, une question ou une remarque quand on parlait du coup de trouver des solutions alternatives et des choses plus fines, etc. La question, elle se pose aussi du coup en France sur peut-être le financement des recherches en éthologie et c'est aussi une science qui est un petit peu délaissée en France, qui est un peu sous-financée par les pouvoirs publics. Et donc là, on sort peut-être du champ philosophique, mais en termes de réponse politique, si on veut avancer là-dessus, il y a aussi cette question de comment on fait progresser la science sur le comportement animal pour trouver ces réponses. Si on veut trouver des biofences françaises, etc., c'est aussi de ce côté-là qu'il faut trouver des réponses. Oui, c'est vrai. Et puis moi, je dirais même donc de l'éthologie, c'est certain, mais même ces nouvelles disciplines hybrides qui montent, que sont l'ethno-éthologie, par exemple, où les spécialistes se libèrent en fait de l'opposition entre sciences humaines et sciences naturelles, et ils vont s'approcher avec des méthodes hybrides de la question centrale des relations entre les humains et la faune. Donc ils ont besoin pour ça de comprendre aussi bien l'histoire de nos relations avec certaines populations animales que les éthogrammes subtils de ces animaux. Je pense que c'est des choses de cet ordre dont on aurait besoin en recherche. Après, politiquement, il y a aussi toute une série d'autres dimensions qu'on peut essayer de penser. Moi, le point qui m'intéresse, ce que vous soulevez, ça m'intéresse beaucoup, et j'essaie de le faire, notamment, j'essaie de m'inspirer de stratégies de conservation que j'appelle diplomatiques, qui ont lieu ailleurs, et notamment à l'égard des éléphants au Kenya. Il y a quelque chose qui est pour moi un paradigme, un modèle assez magnifique de la situation. Je pense qu'en écologie politique ou en éthique environnementale, on est soumis à une formulation de questions qui n'est pas fonctionnelle. Et c'est la question traditionnelle de la morale classique, c'est qui prioriser. Enfin, de la morale, classiquement, c'est qui vous priorisez. Est-ce que vous faites passer le prochain derrière vous? Est-ce que vous faites passer votre frère avant un étranger? Le problème classique de la morale, c'est qui passe avant qui, pour être juste. Et il me semble que il y a des manières de formuler les questions, et donc appliquer au loup, ça devient est-ce que le loup doit passer avant le pastoralisme, ou est-ce que le pastoralisme doit passer avant le loup, et ça crée des conflits qui sont irréductibles. Il y a des gens qui sont capables d'inventer des dispositifs qui sont au bénéfice de la relation même. Et ça, je crois que c'est absolument magique.
c'est ce que j'appelle une éthique de la relation, et le problème c'est d'arriver à imaginer donc des mesures qui sont au service de ceux qui semblent dans des relations d'inimitié, en enrichissant leur type de relation possible. Au Kenya, il y a un phénomène assez fascinant autour du lac Turkana. En fait, les éléphants ont été protégés avec des mesures qui ont été assez efficaces, à mesure que la population a commencé à grandir, mais parallèlement, il y a eu une amélioration en tout cas, il y a eu une augmentation des terres agricoles qui était, en tout cas nécessaire, je ne sais pas nécessaire, mais pertinente du point de vue de la qualité de vie des gens en présence. Et il y a eu des conflits qui sont créés entre les éléphants qui piétinent la récolte et détruisent les cultures, et de l'autre côté, bien précisément, les habitants qui étaient là. Et qui ont commencé à ressonger au braconnage comme solution. Et il s'avère que les éléphants, c'est une espèce extraordinairement puissante qu'il est difficile de contraindre. Et donc, après avoir imaginé des clôtures de 15 mètres de haut avec des poteaux d'acier, en fait, on s'est rendu compte que c'était très dur de moduler le comportement collectif des éléphants. Jusqu'à ce que deux biologistes de la conservation assez brillants, Franz Wohlraff et Lucy King, précisément par un raisonnement que j'appelle un raisonnement de diplomatie garou, c'est-à-dire en se mettant à la place de l'animal et en comprenant le monde à partir de ses propres structures intimes, se rendre compte que l'éléphant est absolument impossible à contraindre par nous, sauf par les abeilles. Les abeilles sont insectes bucoliques pour nous, terrifient intimement les éléphants. Les terrifient au point, vraisemblablement, les raisons profondes, Apis mellifera, l'abeille africaine, on ne sait pas exactement pourquoi. Certains soutiennent que parfois les essaims vont piquer les éléphants autour des yeux ou dans les zones fragiles. Quoi qu'il en soit, moi je pense que l'éléphant est une espèce assez culturelle pour ne pas avoir besoin de causes objectives évolutionnistes pour avoir peur des abeilles. Dans tous les cas, cette population d'éléphants, parce qu'il s'avère que ça a été essayé ailleurs et que ça marche moins bien, les éléphants du lac Turkana sont terrifiés par les abeilles. Et donc Wohlraff et Lucy King ont imaginé de créer des biofences qui sont même saisissantes visuellement, parce que ce sont des clôtures qui sont constituées de trous. C'est-à-dire qu'il y a des trous, il n'y a rien, pardon, c'est vide, et tous les 15 mètres, il y a une ruche traditionnelle. Et bien évidemment, les éléphants ne traversent pas, et même au-delà de ça, le message se répand. C'est-à-dire que par vocalisation complexe, il signifie aux autres éléphants de la région qu'il ne faut pas s'approcher parce que ici c'est très dangereux. Et parallèlement, ça a permis de réinstituer la tradition d'apiculture vivrière qui avait disparu au regard de la modernisation des pratiques rurales. Donc là, typiquement, vous voyez, c'est imaginer des dispositifs qui sont au service de la relation, et il me semble, qui sont bénéfiques à la relation elle-même, et il me semble que c'est de ça qu'on peut s'inspirer en essayant d'enrichir les relations qu'on peut entretenir avec différentes formes de vie sauvage. Ben, je pense qu'on a déjà un peu dépassé le temps, mais ce que je vous invite à faire, alors d'abord je remercie beaucoup nos intervenants d'être venus. Ils sont venus